Bonjour, bienvenue sur Florilège de lecture, je suis Marinella. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où on va parler des grands classiques que j'ai envie de lire cette année, tout simplement. Alors, pourquoi je souris autant? Parce qu'en fait, je retourne la vidéo, parce que j'avais pas mis le son. Voilà. Bon allez, c'est pas grave, on est reparti à zéro. Donc j'espère que vous avez prévu votre thé, votre matcha, votre café ou une quelconque boisson ou collation, puisqu'on va partir quelques minutes à la découverte de ces chefs-d'œuvre que j'ai envie de découvrir durant l'année 2026. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, il n'y a pas d'ordre en fait, hein. J'ai fait une liste de 10 classiques que j'ai envie de lire cette année, tout simplement, et je vous les présente. J'ai d'abord pensé à La Reine Margot d'Alexandre Dumas, parce que je suis une grande fan d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, voilà. De quoi ça parle? Je vous lis la quatrième de couverture. La Reine Margot, 1572, la France des guerres de religion est devenue le champ de clos des grands seigneurs et des prétendants au trône. À Paris, le jeune roi protestant de Navarre, le futur Henri IV, vient d'épouser Marguerite de Valois, dite Margot. Mariage politique qui n'empêche pas les Guises et le roi Charles IX de fomenter les horreurs de la Saint-Barthélemy. Oui, parce que là-dedans, on va parler de la Saint-Barthélemy. Sur les pas du jeune comte de la Mole, dont s'éprend éperdument la belle Margot, et son compagnon le tonitruant Hannibal de Coconas, nous entrons dans ce labyrinthe d'intrigues, d'alliances, de trahisons. Les poignards luisent sous les pourpoints, René de Florentin fournit les poisons à l'implacable Catherine de Médicis. Le vieux Louvre avec ses fêtes brillantes, ses passages secrets, son peuple de soldats et de jolies femmes, et le fameux théâtre où se déploient en 1000 péripéties les jeux de l'amour, de la politique, de la haine. Le père des Trois Mousquetaires nous donne une passionnante chronique où sa pétulante bonne humeur survit aux plus sanglants épisodes. Alors c'est quand même un beau bébé de 615 pages, mais moi j'ai envie de dire oui j'y vais parce que Alexandre Dumas, les trucs de KPDP, voilà. Dans la même idée que La Reine Margot et toujours du même auteur, je me suis prévu Le Vicomte de Bragelonne. Alors vous allez me dire, qu'est-ce à coup? Alors le Vicomte de Bragelonne, pour vous resituer, il faut d'abord lire, si vous voulez lire dans l'ordre, après vous pouvez faire comme vous voulez, peu importe. Vous lisez Les Trois Mousquetaires, qui est une trilogie. Vous lisez ensuite 20 ans après. Et une fois que vous avez lu tout ça, vous pouvez lire Le Vicomte de Bragelonne, parce que c'est la suite. Et oui. Alors, je vous lis la quatrième de couverture. Au mois de mai 1660, le vicomte de Bragelonne arrive au château de Blois, porteur d'une lettre annonçant à monsieur le frère de Louis XIII l'arrivée de Louis XIV et de la cour. La nuit suivante, un homme se présente au monarque. C'est le roi d'Angleterre, Charles II, dépouillé de son royaume, qui vient demander au roi de France de l'argent ou des hommes afin de reconquérir sa couronne. Mazarin refuse. Sur le chemin du retour, Charles II rend visite à Athos qui lui propose son aide. Voilà. Comprenez pourquoi il faut lire Les Trois Mousquetaires? Parce qu'on y retrouve Athos. Et oui, c'est logique. Voilà. Ensuite, après ces deux grands romans de KPDP, je me suis dit qu'il fallait que je me réconcilie avec un auteur qui m'a... qui m'a causé des soucis, on va dire, durant mes études, puisque le seul roman que j'ai lu à lire de cet auteur, je l'ai pas fini, j'ai pas aimé. De qui je parle? De Monsieur Stendhal. Ouais, Le Rouge et le Noir, voilà, j'ai pas fini de lire. Donc je me suis dit, je vais essayer de lire à nouveau cet auteur, mais cette fois-ci avec La Chartreuse de Parme. Pourquoi La Chartreuse de Parme? Parce que c'est en Italie et que je suis une grande fan d'Italie. Voilà. Donc, allez, de quoi ça se parle? Issu d'une grande famille du Milanais, le jeune Fabrice Del Dongo s'enfuit du château paternel au printemps 1815 pour rejoindre Napoléon. Mais Waterloo anéantit ses espoirs et ses ambitions au sein de l'armée. Dans l'Italie retombée sous le joug autrichien, il envisage alors une carrière ecclésiastique, soutenue par la belle et influente duchesse Sanseverina, sa tante. Ses idées libérales, ses imprudences et sa conduite lui feront cependant connaître bien des mésaventures, mais aussi l'amour passionné de Clélia, de la bataille de Waterloo vécue par un jeune homme arrogant à la cour, miné d'intrigues du tyranno de Parme,
Stendhal retrace avec vivacité et une sympathie souvent teintée d'ironie le destin mouvementé de son fougueux héros. Voilà. Donc, je vais tenter la Chartreuse de Parme. Pourquoi pas? On verra bien. Alors, il n'y a pas d'ordre, hein, je vous l'ai dit. Dans les classiques que j'ai envie de découvrir, alors celui-là, honnêtement, j'en ai énormément entendu parler. Et je me suis dit, ouais, après tout. Puis en plus, techniquement, il n'a pas beaucoup de pages. Il fait 380 pages. Jane Austen, Orgueil et préjugés. Voilà. Monsieur Darcy et Elizabeth Bennet. Pourquoi pas? Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous la fais simple. Pour les Anglaises du 19e siècle, hors du mariage, point de salut. Romanesque en diable, les démêlés de la caustique Elizabeth Bennet et du vaniteux Monsieur Darcy n'ont pas pris une ride. Mais il faut parfois savoir renoncer à son orgueil et accepter à la tombée des masques pour voir clair dans la nuit. Un classique universel, drôle et émouvant. Il n'y a que ça en 4e de couverture, mais moi je dis oui, franchement, j'ai envie d'y aller. Alors, ensuite, qu'est-ce que je nous ai prévu? Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous aussi, il y a des classiques comme ça que vous avez envie de découvrir dans l'année 2026, ou si d'aventure, il y en a parmi la liste que je vous présente que vous avez déjà lu, que vous avez aimé, pas aimé. J'attends vos avis, je suis curieuse de le savoir, de découvrir. Et puis vous savez, hein, vous connaissez le mantra, vous n'hésitez pas. Si d'aventure ce que je vous raconte ici vous intéresse ou vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce pour faire grandir la chaîne, tout doucement mais sûrement. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si d'aventure ça vous plaît. Merci à vous. Alors, ensuite on va partir avec Jack London. Oui, l'écrivain de Cro-Blanc, tout à fait. Mais cette fois-ci avec Martin Eden. Moi j'ai tellement entendu parler de Martin Eden, ce jeune homme qui voulait, en se cultivant, pouvoir, faire la cour à une bourgeoise. Je me suis dit pourquoi pas. Alors derrière ils nous disent quoi? Ils nous disent Martin Eden, un marin de 20 ans, issu des quartiers pauvres d'Auckland, décide de se cultiver pour faire la conquête d'une jeune bourgeoise. Il se met à écrire et devient un auteur à succès. Mais l'embourgeoisement ne lui réussit pas. Désabusé, il part pour les îles du Pacifique. Ce magnifique roman paru en 1909, le plus riche et le plus personnel de l'auteur, raconte la découverte d'une vocation entre exaltation et mélancolie. Car la réussite de l'œuvre met en péril l'identité de l'écrivain. Comment survivre à la gloire et l'unir à l'amour sans se perdre soi-même? Telle est la quête de Martin Eden, le marin qui désire éperdument la littérature. Alors, ensuite, là j'ai prévu un classique que j'ai vu passer dans un groupe de lecture que je suis sur Facebook. Il s'agit de l'Empoche classique. Eux, ils l'avaient lu, je crois, il y a 2 ans. Moi, j'avais pas le livre à ce moment-là, mais quand même, j'avais dans la tête de le découvrir. Donc, je me suis dit, allez, bingo. Et je suis allée me l'acheter en début d'année. Je veux bien sûr parler de Charles Dickens, Les aventures d'Oliver Twist. Voilà. Alors là, on est en 1838. C'est un feuilleton criminel d'une noirceur concentrée. Un orphelin candide échappe aux sévices que les institutions charitables de l'Angleterre victorienne réservent aux enfants abandonnés pour tomber dans les cloaques des bas-fonds londoniens. L'apprentissage précoce du vice y est de règle pour échapper à la misère et à la faim. On n'oubliera ni l'abominable Bumble, ni le ténébreux Fagin, cette saisissante préfiguration des gibiers du bagne qui hanteront les Misérables de Victor Hugo. Vous voyez pourquoi je veux lire? Et oui, on rejoint Les Misérables, qui est le fil rouge, je vous le rappelle, de ma chaîne Twitch. Donc je me suis dit, c'est peut-être du même acabit, à voir, à tester, j'ai envie de découvrir. Voilà. Et vous, ça vous dit? Alors là, est-ce qu'on est sur une grosse brique? Oh, oui, quand même. Hein. 724 pages. À voir ce que ça donne. Mais ouais, j'ai envie de savoir. Alors, on n'a pas fini, il y en a encore quelques-uns. Qu'est-ce que je vous réserve? Eh bien, je vous réserve, là on part sur des auteurs français, essentiellement. Remarquez, vous me direz, on avait commencé déjà par les français avec Stendhal et Dumas. Mais là, on va continuer avec, pour moi, l'un des auteurs les plus cultes. Je veux bien sûr parler de Zola, de la saga des Rougon-Macquart, que l'année dernière, je n'ai pas eu l'occasion de lire.
Et ouais, non, non, l'année dernière, j'ai lu aucun Rougon-Macquart, aucun Zola, rien du tout. Donc je me suis dit, cette année, il faut vraiment rétablir le tir. Et j'ai prévu de lire La faute de l'abbé Mouret. Voilà, qui est le numéro 5. Moi, j'ai déjà lu les 4 premiers. J'aime bien lire des Rougon-Macquart dans l'ordre, si je puis dire ça comme ça. De quoi il s'agit? Serge Mouret est le prêtre d'un village pauvre, quelque part sur les plateaux désolés du midi de la France. Ça va sentir bon le sud. Barricadé dans sa petite église, muré dans les certitudes de sa foi, assujetti aux rituels de sa fonction et aux horaires que lui impose sa vieille servante, il vit plus en ermite qu'en prêtre. À la suite d'une maladie suivie d'une amnésie, il découvre à la fois l'amour de la femme et la luxuriance du monde. C'est sa seconde naissance. Voilà. J'ai envie, moi, de savoir ce qu'il advient. D'autant plus qu'on découvre déjà Serge Mouret, enfant, dans La conquête de Plassans, qui est le précédent roman de Zola. Voilà, donc à voir. Ensuite, alors, un auteur que j'ai pas énormément lu, puisque le seul bouquin de lui que j'ai lu, c'est Le Tour du monde en 80 jours. Et oui, vous avez reconnu, je vais bien sûr parler de Jules Verne. Donc j'ai envie de découvrir 20 000 lieues sous les mers. De découvrir le Nautilus, de découvrir le Capitaine Nemo, même si j'ai quelques, on va dire, vagues idées du récit, mais j'ai jamais lu le texte personnellement, donc j'ai envie de tester l'aventure. Là, on est en 1866, donc à voir. J'ai pas envie de lire la 4e, je vous avoue, sur celui-là, j'ai vraiment envie d'y aller les yeux fermés, quoi, sans savoir, me laisser porter par l'auteur. Et enfin, nous arrivons aux 2 derniers livres de la pile, mais non des moindres, hein, puisqu'il s'agit quand même de 2 grands écrivains, notamment celui-ci, Romain Gary. J'ai jamais lu du Romain Gary, donc je me suis dit pourquoi pas. Et je pense que je vais commencer avec celui-là qui est La promesse de l'aube. Donc c'est le récit d'un fils et de sa mère. Alors récit, de ce que j'ai compris, parce que j'en ai quand même entendu parler un minimum, il me semble que c'est un récit d'une relation assez conflictuelle entre la mère et son fils. Mais voilà, j'ai envie de voir. Pourquoi pas. Et enfin, le dernier, mais celui-là, je pense que vous ne serez pas surpris, puisque je vous ai parlé en long et en large l'année dernière de ma lecture, justement, précédant celle-ci, puisque vous savez que j'ai lu le Père Goriot de Balzac, dans l'idée, justement, de pouvoir découvrir les illusions perdues. Voilà, donc, pourquoi pas. De quoi ça parle? Alors, logiquement, dans le Père Goriot, nous avons Eugène de Rastignac, qui est un jeune étudiant à ce moment-là, et nous devons le retrouver en théorie dans Les Illusions perdues. Je vous avoue que je dis en théorie parce que techniquement, dans la 4e de couverture de celui-là, on n'entend pas parler. Mais bon, je verrai bien en découvrant le texte. Et puis si d'aventure je me suis trompée, hein, parce que j'ai pas la science infuse, j'ai pas toutes les infos, c'est pas grave, c'est du Balzac, donc on verra bien. Allez, alors donc, David Séchard et son beau-frère Lucien Chardon, unis par la passion de la littérature, suivent des chemins tout différents. Alors que David s'attache à des recherches innovantes sur son imprimerie d'Angoulême, le séduisant Lucien, qui s'est paré du nom de Rubempré et du titre de poète, tente de se faire connaître à Paris. La ville des gens supérieurs lui réserve cependant bien des désillusions. De retour à Angoulême, Lucien accumule erreurs et maladresses aux graves conséquences. Il faudra une étrange rencontre pour le sauver du désespoir où il sombrait, et pour lui ouvrir à nouveau le chemin de la capitale. Et après, ils nous disent, dans Splendeur et misère des courtisanes, Balzac racontera la carrière et l'ascension de Lucien sous l'égide d'un inquiétant protecteur. En attendant, il dépeint ici, donc dans Les Illusions perdues, tour à tour, avec un réalisme cru, le microcosme d'une société de province dans les années 1820 et le milieu de la presse et de l'édition. Donc, c'est une suite de romans, vous avez bien compris, Le Père Goriot, Les Illusions perdues et derrière Splendeur et misère des courtisanes. Donc cette année, j'ai envie de découvrir celui-ci. On verra bien où cela nous mène. D'autant plus que, alors, il y a des chapitres dans celui-là. Balzac nous a quand même fait, nous a gentiment mis des chapitres. Je pourrais pas vous dire combien il y en a, puisqu'en fait, il a découpé ça en 3 parties.
Et à chaque fois, il a redémarré du chapitre 1, chapitre 2, voilà. Mais grosso modo, on va dire que pour 820 pages, on doit avoir, allez, on va dire à la louche, 20, 30, on va avoir 40 chapitres global, 40, plus 20, ça fait 60. Ouais, on va avoir pas loin d'une centaine de chapitres. Je pense que pour 800 pages, ça va, quoi. Mais ça fait quand même des gros chapitres. Mais à voir, je suis curieuse. Et vous, dites-moi, racontez-moi en commentaire, je serais curieuse de savoir quels sont les livres que vous avez déjà lus, qui éventuellement vous intéressent, que vous avez envie de découvrir. Donnez-moi vos avis, sans spoiler si possible, merci. Mais ouais, faites-moi part de vos impressions. Est-ce que les classiques, c'est quelque chose que vous aimez découvrir ou pas du tout? Ou est-ce que vous seriez tenté par la découverte d'un classique? On peut très bien commencer, attention, hein, on peut très bien commencer un classique sans commencer une bricasse. Parce qu'on a des auteurs qui ont fait des tout petits récits. Donc n'hésitez pas à aller fouiller sur le net, chercher des infos si vous voulez découvrir des classiques, sans forcément commencer par des gros trucs, quoi. Si d'aventure vous voulez découvrir les classiques, vous pouvez aussi me suivre sur Twitch, puisque je vous rappelle que là-bas sur ma chaîne Twitch, dont je vous mets le lien en barre de description, alors tous les dimanches on a un rituel de 14h à 16h qui consiste à parler de littérature, papotage, read with me, tout ça. Et dans la semaine on a quand même 2 lives concernant notre fil rouge qui est Les Misérables de Victor Hugo. Donc si vous voulez les découvrir, les classiques par ce biais-là, vous pouvez également, d'autant plus que les replays sont disponibles pendant 7 jours. D'autre part, la liste des livres que je vous ai mis là, je vous la mets en barre de description. Comme ça, vous pouvez aller cliquer dessus, jeter un coup d'œil, voir si ça vous intéresse. Et si d'aventure ça vous intéresse et que vous cliquez dessus, je vous rappelle que ce sont des liens affiliés. Alors, techniquement pour vous, ça ne va strictement rien changer. Par contre, pour moi et pour la chaîne, il y a un petit pourcentage qui nous revient et qui permet de faire évoluer la chaîne. Voilà. Ceci étant dit, écoutez, moi je vous souhaite de très très belles lectures. Je vous dis à très bientôt puisqu'on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Si d'aventure vous voulez en voir plus, vous pouvez, comme je vous disais tout à l'heure, me suivre sur ma chaîne Twitch dont je vous mets le lien en barre de description. Et puis je vous dis à très bientôt et de belles lectures. Ciao!